dans certains quartiers. Immeubles vétustes et insalubres. Un ensemble urbain. Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Bienvenue en Enfer. Vous savez, cette grande zone commerciale faite de hangars en tôle ondulée que vous avez rejointe en voiture avec vos enfants qui piaffent déjà à l'arrière. Ici, dans celle de plan de campagne, au nord de Marseille, vous allez tout trouver. De quoi remplir le frigo, changer de canapé, des clous, des vis, tout Marc Lévy, des vêtements, de la déco, des plantes et même une maison phénix à choisir dans un village témoin. Le tout dans un immense bric-à-brac d'enseignes, de panneaux 4x3 et des parkings à en avoir le tournis. « 250 hectares, 3 centres commerciaux, 460 magasins. Ouverte le dimanche, Plan de Campagne est la Babylone du commerce. La plus grande zone commerciale de France, une cité sans habitants mais grosse de 22 millions de clients. Elle n'est pas très différente de toutes les autres, celles près de chez vous ou près de chez moi. Car Cocorico, nous sommes les champions de ces zones champignons. Ces territoires exclusivement dévolus au commerce de masse, ni pensés ni planifiés, la société de consommation à l'état sauvage. Comment en est-on arrivé là, à ce Far West de parking et de boîtes, sans la moindre trace de politique urbaine? Ici, l'histoire commence en 64 avec 2 types qui ont du flair et qui installent pour une bouchée de pain quelques hangars en race campagne. Nous avons réuni des commerçants sous un même toit. Et des commerçants qui sont restés traditionnellement parlant dans l'état où ils étaient il y a quelques mois, quelques années au centre-ville. Certains sont venus par curiosité, par esprit d'aventure et surtout parce que ça ne coûtait rien au départ. Et ça, c'est la base élémentaire de notre entreprise. Ce qui veut dire, c'est amener les gens sous un même toit pour que ça coûte le moins cher possible. Une idée révolutionnaire dont le désormais richissime Émile Barnéoud nous fait toujours la réclame 50 ans plus tard. J'ai inventé le discount en France parce qu'après la guerre, je suis parti aux États-Unis. Le pionnier. Il faut voir si ça me convenait. Et j'ai vu tout ce qu'ils me racontaient. Ils me disaient que là-bas, il y avait des magasins, on rentrait les voitures, qu'il y avait le discount, etc. J'ai fait la première station de vente en carburant en discount en France. Il y en a pas, j'étais le premier. Le pompiste homme d'affaires. J'ai acheté mon terrain, j'ai fait mes travaux et j'ai ouvert ma station de choses. Un succès phénoménal. J'avais une chaîne de là, je faisais 10, première en France. Il y avait une chaîne, moi j'avais une sacoche sur le ventre, parce que j'avais pas d'endroit. On avait loué un espèce de bungalow en bois. Il y avait un bureau et il fallait aller au bureau pour changer. On n'avait pas le temps de changer l'argent, tout ça. Donc il fallait qu'on ait l'argent sur le ventre et qu'on donne aux gens la monnaie et tout. Ça a été mon frère, moi, ma femme. Tout le monde était sur la piste. On avait 4 volucompteurs. On est arrivé, si vous dites à quelqu'un qui a à faire pas loin de 300 000 litres par mois. L'arrivée d'un hypermarché fait exploser la zone. Au premier hangar viennent s'en agglutiner d'autres. Mais pourquoi ici, à Plan de Campagne? Quand j'étais en Algérie, j'ai compris que c'était la débâcle et qu'il fallait que je parte. Je m'ai tendu une carte et je dis où est-ce que ça va se passer. À l'époque, l'autoroute s'arrêtait ici. Il ne continuait pas jusqu'à Aix, il n'y avait pas l'autoroute d'Aix. Il s'arrêtait ici. Donc je me suis dit, si les gens prennent l'autoroute, ils vont sortir là, Vitrolles, tout ça, les Tandberg, voilà. Et je me suis dit, crac, c'est ici qu'il faut venir. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont très bien compris que le développement des villes allait se faire par l'automobile et pour l'automobile. L'urbaniste. Et donc, on a importé à la fin des années 50, on a importé un modèle lié à l'automobile en l'adaptant au système français. C'est-à-dire, ce qu'on a pris, c'est no parking, no business, comme est la formule de la grande distribution. C'est-à-dire que pour que les gens aient fait leurs courses, il faut qu'ils aient un grand parking
Et qui plus est, il faut que ce parking soit visible. Il faut que le client sache qu'il va trouver une place. C'est ça qui est absolument le modèle supposé indépassable de ça. Avec la particularité française, c'est que c'est l'alimentation qui est le produit d'attraction. Et c'est vrai que les gros attaquent dans toute la France. Ils ne représentent encore que 25% de la distribution, mais ils ont déjà sensiblement modifié son visage et son paysage. Les gros négocient de puissance à puissance avec la production par leur centrale d'achat. Ils investissent les unes après les autres toutes les villes moyennes à partir de 50 000 habitants. Et autour des grandes villes, ils sont parfois... Progressivement, d'abord, il s'est installé là où il y avait beaucoup de places pas chères et le maximum de flux. C'est-à-dire, en fait, aux grands carrefours, aux grands échangeurs autoroutiers des rocades. Alors, si vous regardez la région marseillaise, dont plan de campagne, vous voyez que les trois... Il y a un triangle comme ça... Et aux trois triangles des échangeurs autoroutiers, vous avez les plus grands centres commerciaux qui sont venus se mettre là. Mais dans n'importe quelle grande ville, depuis les années 60-70, se sont installés aux échangeurs autoroutiers des grands centres commerciaux. Ainsi, de boîtes en parking, d'hypermarchés en moyenne surface spécialisée, comme on les appelle, on serait arrivé à une sorte de chaos naturel et spontané. La faute aux 30 Glorieuses, le prix à payer pour la vie pas chère, la rançon de la croissance, quoi. Excusez-moi, si vous pensez que plan de campagne, c'est la marque du libéralisme, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que plan de campagne, c'est planifié. Plan de campagne, c'est dessiné. Plan de campagne, c'est étudié. Plan de campagne, c'est signé. Plan de campagne, c'est approuvé par des autorités administratives. L'architecte. Plan de campagne, c'est le fruit de la collaboration d'aménageurs, d'investisseurs, de la bureaucratie française, c'était la direction départementale d'équipement à l'époque, et du maire qui signe aussi les permis. Toutes nos villes sont belles en France. Et tous les maires, ils bichonnent le centre-ville, le centre ancien avec des petits pavés, des éclairages, etc. Bon, très bien. Mais seulement quand j'arrive dans la ville, je dois passer au milieu de zones, il y en a environ 500 en France, 500, qui sont exactement pareilles, que vous soyez à Strasbourg, à Brest, à Dunkerque ou à Marseille, c'est partout les mêmes zones, avec un bric-à-brac de cubes, de parallélépipèdes, de tôles ondulées, de pancartes, et c'est une grande laideur, et la laideur est la même partout. Le sénateur. Beaucoup de grandes surfaces, de restauration rapide, etc. Vous disent, monsieur le maire, madame le maire, je vais venir là, je vais créer tant d'emplois et ça va vous faire tant de taxes professionnelles. Donc, quel maire va résister à ça? Pas ceux des deux communes qui se partagent la zone, Cabriès et les Pennes-Mirabeau, dont les maires ont allègrement délivré les autorisations aux propriétaires de plans de campagne. Alors tout le monde y trouvait son compte, il faut dire la vérité. Les propriétaires de terrain qui ont donné des droits à bâtir, les commerçants qui ont gagné de l'argent avec leur concept commercial qui était quand même assez innovant, il faut le reconnaître, et les communes à travers la taxe professionnelle, qui depuis, d'une part, n'existe plus en l'état, d'autre part, n'est plus touchée par les communes. Le maire. Et c'est vrai qu'au départ, tout le monde y trouvait son compte dans cette joyeuse pagaille de création commerciale. En plus, il faut remettre ça dans un contexte, bon, c'est pas tout à fait l'après-guerre, hein, n'exagérons quand même pas, mais dans la période des 30 Glorieuses, où il y avait une soif de consommation, une soif de commerce, d'achat, de changement. C'était avant les crises successives, crise pétrolière et crise de 2008 et suivante. Donc, dans le contexte de l'époque, tout le monde était content. Et de fait, les deux communes ont bien vécu. À Cabriès, 8000 habitants, on a ainsi pu restaurer le ravissant village provençal, doter la commune de 3 terrains de foot, et étirer le réseau d'eau et d'électricité à toutes les villas planquées à l'abri derrière la colline, loin des affreuses enseignes de plans de campagne.
beau. Pas spécialement, c'est bien, c'est pratique, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de choix, mais après, beau, je peux pas dire que c'est spécialement beau. Oui, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est un magasin, hein, en même temps. Il y a des arbres, il y a un peu de tout, donc ça va. Non, ça ne correspond pas à mes critères de beauté, mais c'est pratique parce qu'on peut faire ses courses, on trouve tout. C'est bien, hein, c'est calme, c'est beau, il y a la campagne. Pour moi, non, ce n'est pas beau. C'est trop industrialisé, sinon, non, c'est pas très beau. Je pense que c'est une épopée plan de campagne qui est à l'image du devenir des villes, c'est-à-dire un territoire sous le régime de la terreur, sous le régime de la terreur économique, sous le régime du consumérisme, sous le régime de l'absurde. C'est une série d'architectures qui sont souvent de fausses architectures, parce que l'architecture, quand vous la voyez, elle doit vous rappeler que c'est elle produit. Vous savez, Karl Marx a dit un jour, on le lit moins qu'avant. On a tort, il y a un moment on le lisait sans doute trop, mais maintenant on ne le lit pas assez. Il disait que la loi de la marchandise allait s'étendre sur l'ensemble du monde physique réel. Avec les centres de ville, on y est. C'est la loi de la marchandise qui dessine le paysage. Car l'État, puis les maires, n'ont imposé aucune règle d'urbanisme ni rien exigé en matière architecturale dans ces zones. C'est donc l'empire du signe, de la façade, du slogan qui a dicté sa loi, avec une seule règle, être vu. Et ce ne sont pas les propriétaires de ces bâtiments au rabais, trop contents de cette opportunité inouïe qui a fait leur fortune, qui diront le contraire. Il n'y a pas de charte architecturale au sens du beau, ça n'existe pas. Hein. On a contribué, nous et tous les propriétaires de matériels commerciaux, à enlaidir les entrées de ville. Là, c'est une évidence, hein. Dire l'inverse serait... Mais parce que les codes de l'époque n'étaient pas les mêmes. Les heureux propriétaires. Ça serait une ineptie que vous dire qu'un bâtiment carré en tôle, avec un toit en tôle, des parkings autour, c'est très joli. Autrement, on habiterait dans des bâtiments en tôle, avec un toit en tôle et des parkings autour. Et c'était à l'époque assez facile, parce que si on regarde les permis de construire de l'époque, ça doit tenir sur 5 feuillets, quoi. Voilà, avec des dessins faits à la main, et ainsi de suite. Comme s'il y avait des espaces nobles qui méritent un schéma d'urbanisme, qui méritent une qualité architecturale et urbaine, et des espaces sans qualité qu'on laisse proliférer de manière totalement anarchique, sans aucun souci de beauté. En réalité, cet urbanisme à la française est l'héritage mal digéré d'un architecte pourtant visionnaire, Le Corbusier, qui imagine dans les années 30 la ville moderne découpée en 4 zones qui correspondent à 4 fonctions: la vie, le travail, les loisirs et la circulation. C'est ce qu'on appelle le zonage. Sauf qu'en France, on l'a développé à outrance autour d'un réseau de routes qui fait office de gigantesque diffuseur d'un grand mécano urbain. Le grand souci qu'il y a eu, c'est qu'à partir du moment où des gens comme Le Corbusier ont cru que la voiture, et avec raison, ils ont anticipé, ils ont été parmi les seuls à croire que la voiture allait gagner. Et la voiture a gagné. Et à ce moment-là, ils ont fait de la fonction circulation une fonction à part entière, détachée des autres fonctions. Et le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup de mal à se débarrasser finalement d'un réseau autoroutier dont une fonction, qui est d'ailleurs dans la charte d'Athènes, vous avez une fonction qui est circuler. C'est ça le problème. C'est pas le fait qu'il y ait des endroits plus ou moins spécialisés dans une ville. Résultat, partout en France, le même modèle. Un nœud d'autoroute, un hypermarché installé sur un terrain pas cher, qui devient la locomotive d'une immense zone commerciale. Ce modèle improvisé aux entrées des villes est devenu si rentable qu'il est depuis rationalisé et exporté en Europe de l'Est et même en Chine. C'est un lieu qui n'existe pas en termes d'urbanisme. Au fond, c'est une société à l'état brut quand il n'y a pas de politique. Donc il n'y a personne qui organise, qui met des bancs, qui met des arbres, qui fait que c'est du lien, de la sociabilité. Il y a des gens âgés qui viennent faire des courses, je sais pas, il n'y a pas de toilettes, enfin je sais pas, c'est pas la ville, quoi. Et en même temps, c'est un lieu énorme, une énorme machine à faire du fric, fonctionnelle, assez commode, elle est bien connectée aux autoroutes,
Mais si vous voulez, c'est horrible, quoi. Les allées sont pas belles, les côtés sont pas pareils, il y a des panneaux publicitaires absolument partout. Enfin, voilà. Le sociologue. Je trouve, si vous voulez, qu'il y a une absence de beauté et que la responsabilité du politique, c'est de gérer cette beauté collective. Et ça, effectivement, c'est presque ce qui me choque le plus, c'est l'absence de beauté. Je pense que ce n'est pas tellement une question d'architecture. Que ce soit des boîtes rectangulaires, colorées, ça ne me gêne pas outre mesure, je dirais. Même à la limite, elles pourraient être plus spectaculaires. Plus, on dit souvent c'est Las Vegas, mais elles ne le sont pas parce que il y a même l'idée qu'il ne faut pas faire trop cher parce que si vous faites des trucs très spectaculaires, le client ne va pas rentrer parce qu'il va se dire « Ah, mais je vais payer d'une certaine manière ce bling-bling ». Donc le côté cheap et très simple des boîtes n'est pas gênant. Ce qui est très, très problématique, c'est encore une fois la place qui est donnée à la voiture, au stationnement, au fait que cette espèce d'exigence que les parkings doivent fonctionner pour être visibles, accessibles et surtout calibrés pour le week-end avant Noël, là où on fait des courses, c'est le plus gros chiffre d'affaires, et que le reste du temps, ces grandes aires ne sont ni mutualisées ni occupées, c'est bien ça le souci. Donc il faut reprendre sa voiture, même à l'intérieur de ces grandes zones commerciales, pour y aller. Mais en devenant la championne de l'hypermarché et des aires commerciales, qui sont au nombre de 500, la France est devenue la championne de l'étalement urbain. En 40 ans, la densité urbaine a été divisée par 2 sur une étendue multipliée par 4, dans un système entièrement dépendant de la voiture. Mais si la zone semble un succès, le modèle montre ses limites. À plan de campagne, commerçants, propriétaires et même politiques sont sur le pied de guerre. La vache à lait montre des signes de fatigue. Les plans de campagne, il va souffrir pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, difficulté. Pourquoi difficulté? Difficulté, la concurrence est énorme. Vous savez qu'à Marseille, il sort les terrasses du port, il sort le stade, il sort la Capelette, il sort, je ne sais pas ce qui sortira encore. Bon, vous avez de l'autre côté de la ville, vous avez Grand Littoral qui devient très, 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 très fort avec le groupe que vous connaissez qui est arrivé là. Et ça ne s'arrête pas là, ils vont faire le cinéma, ils vont faire tout ce que vous voulez. Donc il faut en tenir compte. Et il faut prendre conscience qu'aujourd'hui à Plan, la difficulté est là. Cette zone commerciale ne va pas bien, ou ne va pas très bien. Le commerçant. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un phénomène que toutes les zones sont en train d'absorber qui s'appelle Internet, qui est en train de capter une part du chiffre d'affaires. Et puis parce que cette zone, elle est ancienne, elle va fêter cette année ses 50 ans. Et donc forcément, par rapport au paquebot flambant neuf qu'on peut voir se créer à droite et à gauche, elle souffre d'un sous-investissement. D'un sous-investissement des propriétaires, qui sont dus à la longue bataille du dimanche, que Paris connaît aujourd'hui, mais que nous avons connu, nous, ces 10 dernières années, mais dont nous sommes sortis, et qui a bloqué les investissements privés. Monsieur Barnéou le disait il n'y a pas longtemps, s'ils ne contre-attaquent pas, à terme, ils sont morts. Parce que les autres contre-attaquent. Regardez ce qui s'est passé en Hollande. Il y a 10% des grandes surfaces qui ont fermé ces 5 dernières années. Et vous prenez le Luxembourg, je travaillais avec le groupe Béchet, ils ont une 30aine de magasins. Ils ont ouvert un site internet il y a 4 ans, ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Et ils sont en train de fermer une partie de leurs magasins. Donc on est dans un modèle qui est en train de se transformer. Le spectre, ce sont donc les rideaux baissés, les magasins désertés, bref, la friche. Un scénario plausible qui laisserait la zone entièrement vide, un no man's land digne d'un film de science-fiction. Alors à plan de campagne, comme dans toutes les zones commerciales, on se creuse la tête, on essaie de faire peau neuve, de se ravaler la façade, tout faire pour que le chaland continue de venir. Depuis 2-3 ans, on subit les effets de la crise. Et même si elle a mis un petit peu de temps à s'installer sur les zones commerciales, aujourd'hui, on a effectivement quelques endroits qui sont des friches sur lesquels on est très attentif et on tient à ce que le commerce se maintienne dans ce périmètre-là,
qui ne s'exportent pas à l'extérieur de la zone. Il faut d'abord remplir cette zone, la remettre à niveau, la rénover, avant de partir sur des extérieurs. On a commencé à rénover les plus vieux bâtiments, refaire les parkings, créer des lieux de vie, monter de la restauration, fait venir des produits comme le cinéma, comme un théâtre, créer un lieu de vie en fait. Donc il fallait des arbres, du gardiennage, de l'éclairage, créer un endroit qui ne soit pas simplement un lieu de consommation immédiat, mais un lieu sympa où passer des heures en famille, où prendre ce virage. Ça, c'était fait depuis une dizaine d'années, et on le voit parce que la zone a une activité nocturne qu'elle n'avait pas avant. On est de Marignane. Donc c'est pas loin. Bon, c'est vrai que c'est agréable, le bowling c'est bien. Il y a un gros complexe. Et surtout en plus il y a les commerces et tout, c'est sympa quoi. On n'est pas loin. Et vous venez plus pour quoi? Pour faire les courses, pour le shopping? En fait, c'est beaucoup ma femme pour le shopping surtout. Hein. Moi quand je viens, c'est beaucoup le cinéma ou le bowling, voilà, ou le restaurant. Voilà. Ma femme elle vient beaucoup pour le shopping. Ouais. Parce que c'est quand même, il y a beaucoup de magasins, c'est vrai qu'on trouve souvent ce qu'on veut. C'est bien d'avoir des choses pour s'amuser sur une zone commerciale. C'est bien. Pourquoi? Bon, parce qu'on peut très bien faire les magasins ou aller au cinéma, puis après faire un bowling. Voilà, par exemple, ce soir, on va faire un petit bowling, puis après on va manger un beau restaurant en famille. C'est agréable. Voilà, Nous, on adore venir ici parce qu'il y a de l'espace pour se garer et puis c'est très agréable. Je trouve ça plutôt sympathique, moi, dans la mesure où on peut faire les courses et ensuite profiter d'un spectacle, donc plutôt pratique. Hein. J'ai traversé tout Paris et vous, vous vous en foutez? Mais qui êtes-vous, monsieur Barca, pour ne même pas daigner m'écouter? Fini le théâtre de boulevard, place au théâtre de parking. Il n'y a qu'à Plan de Campagne, toujours à l'avant-garde, que l'on peut voir ça. Mais croyez-le ou non, un vrai succès. On a ouvert parce qu'on est auto-persuadé que les zones commerciales vont de plus en plus s'humaniser et vont de plus en plus s'ouvrir à d'autres choses que de l'achat pur et dur de vêtements, de meubles. Et qu'on commence à voir arriver des distractions pour les enfants, il y a des cinémas, donc ça devient de plus en plus un lieu qui va devenir humain. J'ai pas très bien digéré tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure. T'as tout raté, t'as tout merdé. Ok. Bon, je suis désolé de t'avoir envoyé chier, d'accord? Je le referai plus. Ok. Si c'est compliqué pour venir voir une pièce de théâtre, s'il faut tourner 1 heure pour pouvoir se garer ou s'il faut avoir des prix exorbitants de parking pour venir voir une pièce, on s'est dit qu'il faut s'installer quelque part qui va permettre aux gens d'arriver assez facilement par une bretelle d'autoroute et se garer gratuitement. Il y a l'idée que le shopping lui-même est du loisir et donc on va essayer de faire un mixte. Comme disait Andy Warhol, tous les centres commerciaux vont devenir des musées, tous les musées des centres commerciaux, on y passe. Ne nous mentons pas, les zones commerciales sont plébiscitées. Un visiteur sur 5 vient à Plan de Campagne pour chercher des loisirs. 1 sur 5 simplement pour se promener. Oui, se promener. En famille, le dimanche. La zone commerciale serait-elle alors le nouveau lieu de communion, l'église du XXIe siècle? Il ne faut pas nier un seul instant que Plan de Campagne, c'est l'Eldorado de l'exotisme du samedi après-midi des Français. C'est qu'un Plan de Campagne serait dans le 92-95, ce serait pareil. Il serait en région lyonnaise, ça serait pareil. C'est-à-dire que le Français adore aller dans les supermarchés le samedi après-midi avec les enfants. Et y passer l'après-midi. Et si le supermarché, c'est une cité, c'est un territoire, c'est une région, c'est une planète, comme Plan de Campagne, alors là, le bonheur est absolu. Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Faut-il se résigner à ce que la zone commerciale devienne un lieu de vie et de rencontre à part entière? Car est-elle un espace public comme les autres? Est-on encore ici un citoyen ou seulement un consommateur? Ces grands lieux-là, c'est un des rares endroits où vous croisez des gens qui ne sont pas de votre milieu, grosso modo. C'est un endroit où il se passe ça. Mais il ne se passe pas grand-chose d'autre, car l'initiative privée ou publique ou citoyenne est quand même très réglementée par un système que moi j'appelle un peu des domaines franchisés, hein, au-delà de l'aspect McDonald's, c'est-à-dire des domaines où vous êtes toléré, c'est-à-dire, mais si vous distribuez un tract sur un parking d'espace de centre commercial, vous prenez des photos, ça ne va pas durer longtemps. Donc vous êtes quand même dans une situation très, très, très contrôlée. Citoyen transformé en consommateur, risque de friche, malgré ses perspectives pour le moins complexes, à plan de campagne, comme ailleurs, on est loin d'arrêter le mouvement. Fuite en avant aux stratégies hors pair, les propriétaires et décideurs politiques voient toujours plus et toujours plus grand. 2 projets de centres commerciaux sont en cours, avec l'aval des maires, bien sûr. L'argument avancé, relever la zone par des réalisations toujours plus modernes. Donc là, je pense que sur les projets qu'on a, on a déjà eu une ébauche un peu de celui-ci. On sait que là, ça va être quelque chose de très très beau. Ici, on travaille encore là-dessus. Donc il y aura aussi de très belles choses. Il y aura probablement un retour de bâton. Ça peut pas. Il y a quand même une espèce de bulle commerciale, d'après un certain nombre d'experts qui regardent les chiffres. Donc voilà. Mais ce qu'il faut se méfier, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérateurs sur le marché qui, ayant quand même compris les critiques, ils s'arrêtent à l'idée « Ah, mais on va vous en refaire un, mais celui-là, il va être joli ». Voilà, grosso modo. Ça ne change pas la question de fond, c'est-à-dire qu'on n'a pas de souplesse pour introduire d'autres fonctions, pour en faire rentrer le transport en commun, pour faire que progressivement, ces zones-là mutent en des choses plus vivables, quoi, tout dépend. Moi, je dis qu'il faut la mixité sociale, mais il faut aussi la mixité fonctionnelle. Ce qui fait qu'on est bien dans une ville, c'est qu'il y ait de l'habitat, de la culture, du sport, du loisir, de la formation, de l'activité économique dans les mêmes endroits. C'est cette mixité-là qui fait l'urbanité, le plaisir de la ville, son animation. Introduire des équipements, des bureaux, densifier les constructions existantes, faire des parkings à étages pour économiser le sol, faire respecter la réglementation sur la publicité, faire arriver le transport collectif jusque dans les zones commerciales. Rien n'est impossible, les idées sont là. Reste à vouloir les faire exister, pour éviter que ces zones ne deviennent complètement la planète Mars. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau.